Crime de Bin. Je suis votre animatrice Hélène et je suis avec... Mélanie, hello! Hello! Quelle intro! Oh, ouais, voilà. Donc, oui, on est là pour vous raconter des histoires de crimes québécoises et canadiennes. Ouais. Ouais. On vous rappelle qu'on n'est pas des professionnels, on n'est pas des avocates ou des procurseurs. Des procurateurs. Des procureurs. Des procureurs, on n'est pas... Whatever, là, tout ce qu'on dit à chaque semaine. Ouais, ça. On n'est peut-être pas ça. On est juste deux copaines qui se racontent des histoires, qui ont ben du fun, surtout aujourd'hui parce qu'il fait beau. Il fait beau. On a hâte d'aller jouer dehors. On a vraiment hâte d'aller jouer dehors. Shout-out à nos amis qu'on s'en va voir tantôt. Ouais. Mais qui savent pas parce que l'épisode, il sort pas aujourd'hui. Quelle intro! Oh yeah! On a un petit shout-out à faire en termes de crime de potin cette semaine. Oui, c'est ça, on a un crime de potin, en fait, qui date de quand même un bout, puis on l'avait comme pas mentionné. Ouais, sorry Marlène. Ouais. On a une auditrice qui nous a écrit par rapport à William Fife. Elle dit qu'il habitait dans la petite ville de Saint-Hippolyte et qu'il était gardien des discos d'école. Oh. Et tu sais, dans le temps, là, les discos... Les discos. Comme la disco de La disco de Cap-Rouge. c'est ça que j'allais dire. Ouais, puis il était dans le club optimiste. Ouais, on n'a pas fait de recherche, on sait pas qu'est-ce qu'un club optimiste fait. Mais c'est drôle de penser que William Fife était dans le club optimiste. Oui, et en plus, Marlène a dit que il était vraiment apprécié de la communauté, des gens autour de lui, jusqu'à temps qu'il sache que c'est un tueur en série. Ouais. Fait que voilà, sorry William. Fait que ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 3, allez l'écouter, vous allez comprendre à quel point c'est pas un optimiste. Il a peut-être été kick-out du club, on sait pas. Ouais, peut-être. Écoute, aujourd'hui, ma chère amie, je te raconte une histoire un peu plus légère parce que la dernière fois, je suis rentrée un peu dans quelque chose d'intense avec Carla et Paul. Ouais, tu t'es quand même tapé la pire histoire pendant 2 épisodes. Ouais. Fait que j'avais besoin d'un petit répit. Répit, on s'entend, on reste dans le crime de bin, on reste dans les histoires. Un petit massacre familial cette semaine que je te raconte. OK. Ça date quand même, ça s'est passé dans la fin des années 1800 en Ontario. OK, ça me dit vraiment rien pour l'instant. Non? Mais c'est vraiment vieux. C'est la famille Donnelly. OK, non. Ça te dit rien? Non. Parfait. Alors, ça va comme suit. J'ai rédigé, je l'ai bien écrit cette semaine. D'habitude, je m'écris juste des points puis je dis un peu n'importe quoi, mais là, je l'ai bien rédigé. On fait des tests, écoute. Hein? Donc, l'épisode d'aujourd'hui porte sur l'une des affaires historiques les plus connues au Canada. C'est l'histoire brutale d'une querelle familiale qui a déchiré une ville et qui a longtemps fait l'objet de rumeurs et de légendes. L'histoire des Donnelly, elle commence en Irlande. Oh! Yeah! Oh, attends. Est-ce que c'est l'histoire de Alias Grace? Non. OK. Non. Je connais même pas ça. C'est un livre de Margaret Atwood, puis c'est une jeune Irlandaise qui est allée travailler au Canada, proche de Toronto. Ah! Puis a été accusée du meurtre des maîtres de la maison. Puis c'était-tu dans la fin des années 1800? Il me semble que oui. OK, je vais faire une recherche là-dessus, pas au courant. Le livre est vraiment bon. Ouais, bon. OK, à suivre. On va peut-être faire une histoire de suite là-dessus. L'histoire des Donnelly, elle commence... J'arrête pas de les appeler les Connelly. Oui, j'ai vraiment de la misère. Connelly dans la tête. Mais c'est Donnelly. Puis en plus, dans l'histoire, il y a un Connelly. Fait que ça va être peut-être un peu mélangeant. Bear with me. Okay. Je vais tout vous expliquer. Donc, ça commence en Irlande. On a James et Joanna Donnelly qui se sont rencontrés et mariés dans les années 1840. Et ils ont rapidement eu 2 fils, James Jr. et William. Dans le temps, en Irlande, dans les années 40, c'était une période vraiment terrible. Il y avait beaucoup de famine. Des millions de personnes devaient faire le choix entre rester et mourir de faim ou émigrer ailleurs. Ouais, donc, la famine de la patate. La famine de la patate, exactement. Donc, James et Joanna, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Décidé d'émigrer ici. Mais les gens, quand je leur dis que mon père est irlandais, sont comme « Ah, y es-tu venu pendant la famine de la patate? » Je suis comme « Non, il n'y a pas 200 ans. » Ben oui, c'est en fin... On est en 1840, là. C'est ça, je suis comme « Oh my God. » Il est venu des années 60. Là. Fait qu'il est pas mort de faim, finalement. Non, il a survécu. En fait, ses grands-parents ont survécu. Oh my God. Ils ont donc traversé l'océan. Dans le temps, ils traversaient l'océan sur ce qu'on appelle un bateau cercueil, qui est un peu trash. En gros, c'est un navire qui prenait l'eau, puis qu'il remplissait avec le plus de personnes démunies possible. C'est vraiment un bateau cercueil. Aïe, aïe. Donc, les Donnelly ont pris ça. Et ils avaient entendu beaucoup de bonnes choses, apparemment, sur le sud-ouest de l'Ontario.
Donc, c'est là qu'ils voulaient aller s'établir. La famille est débarquée au nord de Montréal, puis après avoir été libérés, parce que quand tu arrives, tu fais une quarantaine, puis ils ont été déclarés sans maladie. Donc là, ils se sont rendus à London, en Ontario. Ils ont habité là pendant 3 ans, et ils sont ensuite déménagés dans la ville voisine qui s'appelle, je sais jamais comment prononcer, Lucan. L-U-C-A-N. Lucan? Lucan? Je connais même pas. Non, mais c'est vraiment petit, là, c'est genre un village. C'est probablement très magnifique, je veux pas insulter personne. Si quelqu'un nous écoute de Lucan. Ouais, fait que là, James Donnelly, le papa, il arrive là, puis là, ils savent pas où s'installer, puis lui, il trouve un terrain qui lui plaisait de 100 acres, puis il a décidé que c'est là qu'il voulait s'établir. Mais au lieu de trouver à qui il appartient et de l'acheter comme n'importe qui ferait, il a juste commencé à squatter. Okay. Fait qu'il s'est bâti une ferme, il s'est bâti un gros truc là-dessus, puis il a déclaré que les 100 acres lui appartenaient. OK. Il est arrivé, ça c'est à moi. Exactement. Il se casse pas le basic. Fait que James Donnelly, c'est un travailleur acharné, donc sa ferme était devenue très prospère. Joanna, elle a donné naissance à 2 autres petits garçons, puis la famille s'épanouit dans son nouveau foyer volé. Ce que James ne savait pas, c'est qu'il y a une société immobilière qui a vendu 500 acres de la terre, soit la moitié, en 1855. Et le nouveau propriétaire, c'était un homme qui s'appelait Patrick Farrell. OK, attends. Fait que lui, il a construit quand c'était Patrick Farrell, le propriétaire, ou avant? Non, avant. Avant, OK. Avant. Okay. Puis après ça, l'agence immobilière, elle a vendu la moitié du terrain à un gars qui s'appelle Patrick. Et Patrick, lui, quand il est arrivé sur sa terre, il était comme pas très heureux de découvrir qu'il y avait une famille qui squattait. Ouais. Puis en plus, la ferme des Donnelly était exactement sur les 50 acres. Les 50 acres que Patrick il venait d'acheter. Il était sur son morceau. Ouais. Bref. Donc, Patrick, il poursuit James Donnelly pour récupérer sa propriété. Après plusieurs mois, lorsque l'affaire est enfin entendue, le juge hésite à mettre les Donnelly dehors. Parce qu'il squattait peut-être, mais il avait réussi à transformer un lopin de terre vacant en une ferme en activité à une époque où la région était très peu peuplée. Ouais. Donc, le juge, il décide de diviser le terrain en 2, les 100 acres au complet. Donc, il a donné 50 acres au Donnelly et 50 acres à Patrick Farrell. Okay. J'ai la misère à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, la propriété des Donnelly a été sauvée, ils ont néanmoins perdu la moitié de ce qu'ils considéraient comme leur terre. Puis cet incident-là, ça a déclenché des décennies de conflits entre le clan Donnelly et tous les voisins à venir. Tout le monde les haïssait. Tout le monde. Genre, j'ai jamais vu une famille haïe de même. Aïe, aïe. Tu vas voir jusqu'où ça va mener. Donc, en juin 1857, Patrick Farrell s'est retrouvé face à face un soir avec James Donnelly dans un bar. Et Patrick, il avait bu beaucoup, puis il a commencé à insulter James Donnelly. James a essayé de l'ignorer, mais sans succès. Patrick était d'humeur à se battre ce soir-là. Donc, après quelques minutes de menaces, ils se sont tannés. Ils ont commencé à se battre à coups de poing. James Donnelly, pour se défendre, s'est emparé d'un outil qui est utilisé pour déplacer des pièces de bois qu'on appelle un handspike. OK. Je savais pas c'était quoi, je l'ai googlé. Ça ressemble à genre un gros clou. Tu sais, là, les clous dans les mains de Jésus quand ils l'ont crucifié, là. OK, ouais. Ça ressemble littéralement à ça. Genre un énorme. Un truc pour tuer les vampires, genre? Genre, mais en métal. Ouais, c'est vraiment horrible. Il a planté dans le crâne de Patrick. Ouais. Fait que là, Patrick, il est tombé au sol, inconscient. Donc là, les autres fermiers qui étaient dans le bar, qui ont assisté à la scène, ils ont compris que la blessure était vraiment grave, puis que c'était suffisant pour tuer Patrick, et que s'il mourait, ça ferait de James Donnelly un meurtrier. Ce qui faisait leur affaire parce que James Donnelly était détesté. Ouais, fait qu'il y a une raison de le tasser. Là. Exactement. Ouais. Donc là, sachant que tout le monde se met à dos, qui s'est mis tout le monde à dos, pardon, James il a couru chez lui, il a raconté à sa femme ce qui s'était passé. Joanna, elle a préparé quelques affaires essentielles pour couvrir son mari, puis elle a aidé James à disparaître dans les bois pour se cacher et échapper à son destin de meurtrier. Donc là, Patrick, big surprise, il est mort. Ouais. Puis une enquête a déterminé que James Donnelly était responsable de la mort de son voisin, parce que c'était son voisin. Et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, contre James. Mais là, James, il se cache avec très grand succès.
OK. Et il reste caché pendant vraiment longtemps. Genre vraiment longtemps. Des mois, des années? Ou... Des années. Hey, ouais. Et là, les voisins, quand même... tu sais, ils étaient cachés, mais pas. Parce que les voisins ont... À un moment donné, ils ont remarqué un ajout étrange à la famille de Nelly. Certains jours, tu pouvais apercevoir un gros ouvrier musclé habillé en femme travailler dans leur champ. C'était comme ça que c'est décrit dans l'article. Je trouvais ça vraiment drôle. Tu sais, comme si c'était pas James Donnelly avec la robe de sa femme. T'sais. Non, c'est juste une femme costaud. Une femme à barbe. En tout cas. Aussi, en plus d'être pas subtile, Johanna est miraculeusement tombée enceinte. Oh. Pendant l'hiver 1858. Donc, c'est comme l'hiver qui suit. Ça fait quand même longtemps. Les habitants ils ont simplement supposé que James était encore dans les parages, caché. Ouais. Donc, alors que James était heureux d'avoir un nouvel enfant, son avenir semblait un peu sombre quand même. Il venait de passer un hiver glacial à se cacher dehors, puis là, il devait choisir entre continuer à se cacher ou se rendre, mais il savait que s'il se rendait, c'était soit un long séjour en prison ou la mort, parce que la peine de mort était... la peine de mort. Exactement. Ouais. Donc, malgré les désagréments que ça impliquait, James a décidé de rester caché. Ouais. Parce que même dans l'hiver, puis il vit dehors, théoriquement. Donc, il s'est abrité du mieux qu'il a pu pendant les mois d'hiver, comptant sur Johanna pour lui fournir de la nourriture et lui remonter le moral. Quelle bonne petite femme. Et au printemps qui suit, Johanna, elle a eu son bébé, puis elle l'a appelé Jenny, une petite fille. Mais là, elle l'a élevée seule parce qu'elle s'occupait du ménage, de tous leurs fils, du bébé et de son mari fugitif en même temps. Sauf quand il y avait Mrs. Doubtfire qui venait l'aider. Exactement. C'est compensé. Oh mon Dieu! Donc, James Donnelly a fini par se rendre en pensant qu'il pouvait gagner le procès. Parce que Patrick, il avait provoqué, puis il avait commencé la bagarre après tout, tu sais. Ouais. Mais... Genre légitime défense. Exactement. Mais ça s'est pas déroulé comme James avait prévu. Il est reconnu coupable de meurtre, puis il est condamné à la pendaison. Oh, shit. Rendu là, Johanna est intervenue avec un recours de grâce, puis la peine est diminuée à 7 ans de prison. Ah! Elle a bien fait ça? Ouais, quand même. Quand vraiment. même, tu meurs à 7 ans. Quand même. Exactement. On est quand même content. Mais tu sais, 7 ans, c'est quand même long quand t'as pas de père, pas de mari, t'as une femme, 8 enfants à charge, quand même. Pas une femme, une ferme. Ouais, je trouvais ça bizarre. J'ai mal lu. Je comprenais pas. Donc, genre, comment... Elle avait... Ouais, on dirait que je vais pleurer. Une ferme et 8 enfants à charge. OK. Voilà. Même, 8 enfants. Ouais, 8, t'imagines, dont un bébé. Mais Johanna Donnelly, c'est une femme forte. Donc, elle a organisé une réunion de famille pour setter les règles, tu sais. Mais ses plus vieux fils, ils devaient quand même être rendus assez vieux pour aider, par exemple? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Donc, bébé Jenny, elle joue sur le sol. Le soir, là, ils se rencontrent. Bébé Jenny, elle joue. Johanna rappelle à ses fils que désormais, c'est elle le chef de famille. Et que les garçons, ils vont devoir suivre ses directives et travailler très dur. Donc, c'est ça, devenus des jeunes adultes, les fils, ils se répartissent toutes les tâches agricoles entre eux. Donc, les garçons de Donnelly, à cet âge-là, à ce moment-là, sont déjà assez durs, mais Johanna décide qu'elle veut les endurcir encore plus. Comment elle fait ça? Elle organise des combats entre ses fils pour qu'ils se démolissent, là, carrément. Là. Genre, j'ai vu des photos. Pas des photos, mais des... C'est trash. Il y avait des reconstitutions dans un atelier. En tout cas, c'était un peu intense. Ouais, non, ils se démolissaient, là. Tu pouvais faire ce que tu voulais, il n'y avait aucune règle. C'est ça qu'elle disait. Comment ça s'appelle le sport, là, que c'est ça? Le UFC? Ouais, ça. C'était comme des UFC. On me dit à l'oreille! on me dit, oui, on me confirme à l'oreille que c'est UFC. Oui, merci. Donc, c'est ça. Donc, ils sont devenus vraiment bagarreurs, sont vraiment rendus intenses. Donc, les voisins, eux, ils chialaient souvent devant les fils de Nelly à propos de leur père. Ils disaient qu'il était disgracieux et que c'était une honte et blablabla. Ça allait créer vraiment beaucoup de frustration chez les garçons de Nelly qui ont commencé à se battre contre leurs voisins. Pas physiquement, mais de plein d'autres manières.
L'étiquette du combat loyal faisait clairement pas partie des enseignements de Johanna. Donc, il faisait vraiment ce qu'il voulait. Elle a entraîné ses fils à se battre de manière sale et donner des coups de genoux à laine. À laine? À laine. À laine, ouais. Des coups de coude. C'était genre leur go-to. Okay, ouais. Leur go-to move. Ouais, des coups en dessous de la ceinture. Ouais. Exactement. Donc, Johanna a décidé que personne ne pouvait jamais bousculer un Donnelly. Sous l'instruction brutale de leur mère, les garçons Donnelly ont acquis la réputation d'être des bagarreurs vicieux. Les fils de Johanna y abandonnaient jamais et refusaient jamais un combat. Même les adultes ont commencé à se méfier d'eux autres. Puis, en plus de devenir des combattants durs et très vicieux, les garçons Donnelly ont commencé à voler, ce qui était encouragé par maman Donnelly. Okay. Elle était down avec ça. Fait que pendant que James Donnelly est en prison, le village de Lucan a commencé... il a connu une vague de criminalité à cause des garçons Donnelly. Il y avait des harnais, des bidons de lait, des charrues, d'autres articles, plein d'affaires qui commençaient à disparaître des fermes voisines. Des magasins ont été cambriolés, des fournitures ont disparu, puis là, tout le monde dit que c'est les Donnelly qui sont responsables de tout ça, mais ils ont toutes pas de preuves. Ils ont même, un moment donné, il y a des bâtiments qui commencent à être incendiés, il y a des voitures qui sont volées, des chevaux qui sont mutilés. C'est vraiment intense. Il y a l'ancien maître de poste de Lucan qui s'appelle William Port, qui tenait un journal et qui notait tout ce qui se passait dans sa communauté. Donc, en 1 an, il a noté 7 incendies qui ont englouti des maisons, des bâtiments, des fermes, des lieux de travail. Puis certains de ces incendies-là étaient accidentels, mais beaucoup étaient délibérés, mais il n'y avait aucune preuve encore là contre les Donnelly. Et il y avait aussi des divisions internes parce que eux, c'est des colons catholiques, les Irlandais. Et ils étaient furieux que les Donnelly soient prêts à faire des affaires avec des protestants. Ah ouais. Donc ça créait des grosses frustrations. En plus de ça, il y avait des problèmes avec eux, puis aussi des problèmes de préférence religieuse. Mais il y avait aussi des problèmes dans une autre zone de conflit, en Irlande, parce qu'en Irlande, il y avait 2 clans. Il y avait les Blackfeet et les Whitefeet. Et James Donnelly, quand il était petit, faisait partie des Blackfeet. OK. Donc, il y avait vraiment, pour t'illustrer, le nombre de conflits qu'il y avait contre les Donnelly. Il y avait toutes les raisons de pas les aimer. Ouais, genre sur tous les fronts, il y avait des conflits, tous impliquaient les Donnelly. Fait que, tu sais, il était vraiment pas aimé. Fait que là, en 1966, James Donnelly est libéré de prison. Toute sa famille l'accueille à son arrivée, ses enfants, nanana. Puis là, après ça, leur mode de vie turbulent recommence. Et au début des années 1870, les frères aînés de la famille, James Jr. et William, ils ont commencé à conduire une diligence pour une compagnie locale. Okay. Quelques années plus tard, ils ont acheté la compagnie, puis ils offraient apparemment un service poli, courtois, rapide. Okay. Mais malgré tout ça, les clients, ils allaient quand même vers une autre diligence qui était dirigée par John Flanagan parce qu'il ne trippait pas sur les Donnelly. Une diligence, c'est quand un service de chevaux, les calèches. Okay. C'est genre le Uber de... Genre. Mais il y avait quand même des voitures à cette époque-là. Mais le cheval était encore la méthode préférée de transport. Donc là, évidemment, ça convenait pas aux frères Donnelly, parce que les diligences, c'était une affaire sérieuse, puis chaque conducteur avait ses propres clients. Fait que là, de nombreuses bagarres violentes ont commencé, puis ont résulté des conflits de ces 2 compagnies-là. Fait que là, les Donnelly reculaient jamais devant le bagarre, puis un moment donné, une nuit, comme ça, les chevaux de John Flanagan, ils ont tous eu la langue coupée. Ah! Ouais. Puis ces écuries ont été brûlées et détruites. Oh! Ouais, c'était vraiment intense. Ça, c'est pas correct. Non. Tu peux tuer John Flanagan, mais tu peux pas faire du mal. Ils ont coupé la langue des chevaux, t'imagines? Mais ils ont jamais pu prouver que c'était les Donnelly. Fait que là, après ça, on soupçonne que c'est John Flanagan, mais toutes les écuries des Donnelly ont été brûlées aussi en 1877. Donc, c'était comme le début de la grosse bagarre. OK. Ensuite, les garçons Donnelly ont commencé à attirer l'attention de la police en 1876. Je parle tout le temps commencé? Ouais. Mais la police va pas catcher avant? Non, pas encore. En 1976, ça fait plusieurs années qu'ils foutent la merde déjà.
En 1876, je pense toujours pour dire en 76, mais c'est parce que ça sonne 1900, mais c'est en 1876. Bref. William il a été arrêté pour avoir tiré son officier de police lors d'une bagarre dans un hôtel. Il a été reconnu coupable et condamné à 9 mois de prison. Puis William n'était pas le seul membre de la famille enfreint de la loi dans ces années-là, parce que les garçons de Nelly étaient connus pour comparaître régulièrement devant les tribunaux, puis avoir des accusations pour incendie criminel, de vol, d'empoisonnement, d'ivresse, de bagarre, name it. Ils l'ont fait. Fait que là, la presse, à ce moment-là, a déclaré un règne de terreur à Lucan. En 78. Ils sont comme genre une mini-mafia. Vraiment. Familiale. Là. Donc, ensuite, les Donnelly sont devenus les boucs émissaires de la communauté. Peu importe qu'il s'agisse d'un grange incendié, d'un vol, d'une agression violente, les Donnelly étaient automatiquement blâmés. Peu importe si on avait des preuves ou non. Quand même, c'est pas tout le monde qui détestait les Donnelly. Il y avait quand même quelques amis. Il y avait des amis, ils étaient tous mariés. Tous les jeunes étaient mariés à des jeunes femmes locales. Donc, ils n'étaient pas détestés de tout le monde. Mais, cela dit, les tensions entre les Donnelly et leurs voisins, ils ont quand même continué à augmenter à la fin des années 1880. Il y a une partie importante de la population de Lucan qui détestait les Donnelly. La famille semblait se délecter de cette mauvaise réputation. Profitait des avantages qu'elle procure quand elle faisait des affaires et réglait des conflits. Fait qu'elle blackmailait beaucoup. C'est comme un gang de motards hors la loi, genre, les Donnelly. Avec genre la matrone, genre Joanna, ça? Exactement, Joanna. En 1879, ils se font un nouvel ennemi, parce qu'il n'y en avait pas assez. Entre le prêtre de l'église catholique Saint-Patrick de Lucan, le père John Connolly. OK, là, c'est là que Connolly arrive. Ouais, le père, je vais l'appeler le père Connolly, comme ça va être plus facile de le démêler des Donnelly. Lui, le père Connolly, il est très actif dans les communautés locales. Il est très préoccupé par le plus gros problème qui divise la ville, et qui est la famille Donnelly. Donc, lui, il lance une pétition dans son église pour l'aider à enquêter puis à mettre fin à la criminalité dans la ville. C'est-à-dire mettre fin au ravage des hors-la-loi de Donnelly. Le père Connolly a aussi commencé à faire passer le message dans ses sermons, zéro subtil. Il abordait la criminalité en général, puis il collait directement la famille Donnelly. Puis lui, il était dans l'église ou non? Non, il allait pas. Non, il était pas. Puis il a gardé sa pétition en avant de son église pendant 2 dimanches consécutifs pour continuer à accueillir des signatures. Puis au même moment, il y a un comité local qui s'est formé qui s'appelle le comité de diligence. Puis leur but à eux, c'était de rendre justice brutale. Ouais, avec sous forme de passage à tabac et de meurtre. Genre, eux, ils se faisaient leur own justice. Donc là, les habitants étaient tellement lassés qu'ils se sont joints en masse au groupe de vigilance parce qu'ils voulaient soutenir l'organisation qui promettait de régler le cas des Donnelly une fois pour toutes. Et il y avait aussi un nouvel agent de police en ville qui était très agressif et désireux de se débarrasser des Donnelly aussi. Son nom, c'était James Carroll. Lui, il va jouer un rôle très important dans la fin de l'histoire. Donc là, on est en 1879, la situation s'aggrave. La résistance s'est formée. Ouais, vraiment. Là, il y a un fermier local, William Thompson Jr. Qui remarque... Oui, c'est toi. Qui remarque qu'une de ses vaches a disparu. Là, normalement, la disparition d'une seule vache dans le champ d'un fermier, ça aurait pas été très alarmant. Mais vu que la situation était de plus en plus tendue à Lucan, les habitants étaient très réceptifs aux rumeurs folles, surtout quand elles concernaient les Donnelly. Donc, M. Thompson, il s'est dirigé vers le village puis il a commencé à crier sur les toits que c'était les Donnelly qui avaient volé sa vache, puis qu'il y avait des preuves, ce qui était très faux. Donc là, rapidement, une foule s'est rassemblée autour de William Thompson parce qu'il continuait à dénoncer le clan Donnelly, je l'ai fait encore. Puis, dans cette foule-là, il y avait plusieurs hommes qui avaient signé la pétition du père Connolly. Colin, je suis pas capable. Connolly. Ah, OK. Ouais. Attaquant la famille Donnelly. Et plusieurs de ces hommes étaient aussi membres du comité de vigilance qui avait été formé.
Donc, après l'histoire de la vache volée, les hommes, ils étaient à bout. Fait que là, ils ont tenu une réunion d'urgence dans le sous-sol de l'école locale pour discuter de la situation. Dans cette réunion-là, ils se sont vraiment déchaînés. Là. Ils étaient vraiment à bout. Puis après ça, il y a un groupe de 40 hommes armés de bâtons. De torches, torches. Ouais, comme dans les films. Menés par le fermier en colère, William Thompson, ton bro. Mon bro. Puis, ils ont décidé de prendre d'assaut la propriété des Donnelly. Donc là, ils étaient prêts pour une auto-justice basée sur le... C'est intense. Fait qu'à ce moment-là, cette nuit-là, en fait, à ce moment-là, James Donnelly avait à peu près 60 ans, Joanna à peu près 50. Donc, ils pouvaient pas vraiment se défendre. Donc, quand les 40 hommes sont arrivés à leur résidence, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était crier après eux. Parce que leurs 2 fils aînés qui restaient encore là, pas aînés, mais 2 de leurs fils qui étaient là, ils étaient pas là ce soir. Là. Oh, shit. Ben, quasiment bon pour eux, là. Ouais, quasiment. Contre 40 personnes, même si t'es 2 de plus, c'est ça. Ça change pas rien. Fait qu'ignorant les protestations de James et Joanna, les 40 hommes en colère, ils sont entrés dans la ferme de Nelly. Ils ont tout démoli. Apparemment, ils cherchaient dans les meubles et les tiroirs la vache. Oui, je te niaise pas. Ils ont tous démoli les meubles à coups de bâton en disant qu'ils cherchaient la vache volée. Puis on sait pas pourquoi ils pensaient que quelqu'un cacherait une vache dans une ferme, puis encore moins dans une armoire ou dans un tiroir. Mais ils ont continué à chercher / démolir la maison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui tienne debout. Là. Donc évidemment, ils ont trouvé aucun signe de la vache. Ni à l'intérieur, ni sur la propriété, nulle part. Parce qu'ils l'avaient même pas volée, la vache. On s'entend. Donc après avoir tout détruit, les 40 hommes en colère, ils savaient pas quoi faire. Puis James et Joanna, ils arrêtaient pas de crier après eux pour qu'ils essaient de quitter la propriété. Et à ce moment-là, il y a un des hommes qui a suggéré que les Donnelly avaient en fait caché la vache dans la ferme de leur fils William, qui se trouvait à quelques kilomètres vraiment pas loin. Donc, la foule en colère, elle a quitté la propriété des Donnelly, puis elle s'est mise en route vers la ferme du fils, William. C'est comme une folie collective. Ouais, vraiment, c'était vraiment intense. Puis William, c'était un homme très courageux. Fait cocasse, ça venait. Mais quand il a vu la foule en colère arriver, il s'est dit, moi, je peux pas prendre 40 hommes en colère. Non. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué du violon. J'ai vraiment trouvé ça drôle quand... Puis ça l'a tellement déstabilisé la foule qu'ils ont reviré de bord. C'est tellement intelligent. Genre, comment calmer du monde si on leur sort un violon. Mais genre, j'essaie d'imaginer la scène dans la vraie vie. C'est drôle. C'est vraiment hot. Fait qu'ils ont viré de bord. Quelques jours plus tard, la vache disparue a été retrouvée. Elle était juste dans un terrain plus loin, elle s'était juste échappée. Fait que tout ça pour rien. Tu sais, il avait rien à voir avec les Donnelly. Fait qu'à la surprise générale, James Donnelly, il a pas dit à ses fils d'aller tabasser les 40 hommes. Non. Pour une fois, il a fait la bonne chose. Mais tu sais, il est rendu à 60 ans. Là. Ouais, puis tu sais, il a senti que... Tu sais, il a passé proche, là, tu sais. Exactement. Faire pire que détruire sa maison, là. Exactement. Fait que là, à la place, il est allé aux autorités. Puis à la suite de ça, il y a 16 personnes qui ont été arrêtées. Après ça, les 16 hommes ont été jugés. Mais les Donnelly étaient très déçus de comment le procès a terminé parce que les hommes ont tous dit que James Donnelly leur avait donné la permission de fouiller leur maison. Puis les jurés qui détestaient tellement les Donnelly, ils ont cru, entre guillemets. Fait qu'ils ont été libérés. Fait que voilà, ça servait absolument à rien. Fait que là, le procès, c'était comme la preuve que les tribunaux et la communauté ils étaient unis contre les Donnelly. Puis les habitants de la ville pouvaient sentir que les Donnelly s'affaiblissaient quand même. T'sais, James Donnelly était âgé, puis il passait le plus clair de son temps à l'intérieur. Puis il y a 2 de ses fils qui étaient décédés. Il y en a un qui est décédé d'une maladie, puis l'autre, il a été poignardé à mort lors d'une bagarre de couteau. Fait que, t'sais... Ouais, c'est les risques du métier. Oh my God. Mais là, en janvier 1880, le comité de vigilance frappe à nouveau. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont perdu cette fois-ci? Un cochon? Leur plan... Non, c'était quand même... C'était très de base comme plan. Okay. Ils voulaient juste brûler une grange puis blâmer les Donnelly. C'était juste ça qu'ils voulaient faire. OK. Fait que le soir de l'exécution du plan,
La plupart des garçons de Donnelly étaient à un bar local, puis des dizaines de témoins pouvaient attester de leur présence là. Mhm. Donc, la communauté de vigilance a été obligée d'accuser juste James et Joanna Donnelly pour le feu dans la grange. Fait que là, le couple âgé, il a été arrêté, puis libéré sous caution ensuite en attendant le procès, ce qui a frustré la communauté. Parce que, en fait, il était difficile d'imaginer un couple de personnes âgées se faufiler la nuit dans les champs de la ferme, réussir à incendier une grange et le tout sans être remarqué. Ouais. Tu sais, quand même. C'était vraiment un plan de merde. Ouais, vraiment. Fait que leur procès, il a commencé plus tard ce mois-là. Puis, il y a des témoins qui ont été entendus, des témoignages ont présenté, puis le procès a été ajourné. Donc, il a été mis sur pause. Le procès devait reprendre le 4 février 1880. Mais pendant qu'ils étaient au tribunal, James et Joanna, ils avaient besoin d'aide pour les tâches agricoles. Donc, avant de partir, ils se sont assurés que tout le monde allait pouvoir, tu sais, que leur ferme allait être OK. Donc, leur fils Thomas est resté à la ferme familiale à ce moment-là. Et donc, ils pouvaient aider. Puis, ils ont aussi demandé à un petit garçon d'un autre fermier, un voisin de 13 ans, Johnny O'Connor, de venir aider aussi. Donc, le plan, c'était que Johnny arrive chez Donnelly la veille du début de leur procès, fait que le 3 février, pour qu'ils soient prêts à commencer les corvées tôt le lendemain. Ouais. Donc, cette nuit-là, il y avait aussi une autre invitée dans la maison. Il y avait une cousine de 21 ans du nom de Bridget qui était en visite d'Irlande. Oh. Pauvre petite. Bridget. C'était pas sa meilleure visite, maintenant. Ah ouais. Donc, au total, la veille du début du procès, il y avait 5 personnes dans la maison. Donc, il y avait James, Joanna, leur fils Thomas, il y avait Bridget, la cousine, puis Johnny, le petit garçon. OK. Ce soir-là. Et c'est ce soir-là que le comité de vigilance s'est vraiment fâché. Il était pas content. Parce que là... Ils sentaient qu'ils allaient perdre le procès. Exactement. Parce qu'ils savaient que leurs ennemis allaient probablement être déclarés non coupables puis qu'ils pourraient éventuellement les poursuivre en justice en représailles. Ouais. Donc, les justiciers, ils ont décidé que le moment était venu de frapper pendant à la veille du procès. OK. Donc, le même groupe d'hommes se rassemble à l'école locale, toujours. C'est un beau spot. Puis là, on parle ici des membres les plus extrêmes du comité de vigilance. Ils étaient armés de pistolets, de hachettes, de couteaux et de fusils. Puis il y avait de nombreux hommes aussi qui avaient apporté des bouteilles d'alcool pour pouvoir mettre le feu. Fait qu'au total, t'avais une trentaine de justiciers, dont certains des ennemis les plus acharnés des Donnelly, qui ont décidé de prendre d'assaut la propriété, puis se sont mis en route sur leurs chevaux juste après minuit, ce soir-là. Chez les Donnelly, il y avait Johnny qui partageait un grand lit avec James dans une chambre au rez-de-chaussée. Là, on s'inquiète pas, c'est rien de fâcheux, il n'y a pas d'inceste ou whatever. Non, c'est pas son cousin. Il n'y a pas rien de croche, là. C'était juste une pratique courante chez les fermiers de faire ça. Il y avait beaucoup de monde et peu de place. Exactement. Fait que là, vers 1h30 du matin, il y a quelqu'un qui frappe à la porte des Donnelly en réveillant James. Fait que là, James, il s'en va à la porte et il demande c'est qui. Puis de l'autre côté, il y a un homme qui mâchouille des mots, genre il comprend pas trop. Fait que là, James, il ouvre la porte. Puis dans la lumière des bougies puis tout, il entrevoit l'agent de police, Carol, qui était à la tête du comité de vigilance. C'est pas compris en tout. Fait que là, James puis Carol, ils s'échangent des mots grossiers. Puis là, Carol, il entre de force à l'intérieur en menaçant James. Fait que là, le vacarme réveille le reste de la maisonnée. Fait que là, un à un, Joanna, Thomas et Bridget, ils se rendent dans la pièce principale pour voir qu'est-ce qui se passait. Johnny, le petit garçon, lui, il avait comme un pressentiment que ça allait pas bien aller. Fait qu'il s'est caché en dessous de son lit. T'as bien fait, Johnny. Il a 13 ans, c'est beau petit fait. Fait que là, les mots commencent à s'échanger, la bagarre commence. Puis là, Carol, qui est un agent de police, il est pas cave, il passe les menottes au poignet de Thomas pour immobiliser, dans le fond, le membre le plus fort de la famille. Ce qui a vraiment frustré Thomas et son père, qui étaient là. Tu sais, eux autres, ils n'arrêtaient pas de dire « Avez-vous un mandat d'arrêt? Avez-vous un mandat d'arrêt? » Parce qu'il n'y en avait clairement pas. Fait qu'au lieu de répondre, l'agent de police, il a fait un signe, puis il y a 20 hommes qui sont rentrés dans la maison. Et là, le moment trash arrive. Les autres dizaines d'hommes qui restaient dehors pour s'assurer qu'ils gardaient les portes pour que personne s'échappe.
Donc, les hommes à l'intérieur, ils ont attaqué les Donnelly désarmés et sans défense, les poignardant et les battant. Johnny, lui, il regardait depuis sa cachette, puis il a vu Thomas, le fils, se faire tabasser avec des matraques puis une pelle, puis ensuite se faire décapiter. Live. Oh my God. Imagine. Les hommes, ils ont attribué le même traitement à James Donnelly. Ils l'ont massacré avec une pelle, des matraques, puis ils l'ont décapité. Ce que Johnny a vu aussi. Et Joanna aussi a été matraquée à mort. Puis Bridget, la cousine en vacances, elle a essayé de s'enfuir à l'étage, mais elle a été poursuivie, puis elle a été aussi battue à mort. Oh my God! Avec des matraques. Ouais, c'était pas un bon voyage. Ils sont juste rentrés, puis ils ont juste massacré tout le monde. Johnny a survécu, lui. Ils l'ont pas trouvé? Ils l'ont pas trouvé, non. En plus, il y avait pas rapport. C'était genre il y avait vraiment pauvre cousine qui est en visite d'Irlande. Aussi, Elle disait, quoi, je m'en vais en Ontario? C'est non, ça, découvrir le Canada. C'est nice, le Canada. Fait que là, une fois satisfaits de leur job, les hommes, ils ont versé de l'huile inflammable partout autour de la ferme. Ils ont mis le feu, puis ils se sont enfuis. Fait que là, tu sais, les corps sont brûlés et tout. Johnny, lui, est terrifié, qui est encore là. Ben oui. Il a attendu le plus longtemps qu'il pouvait. Après ça, il est sorti, c'était l'hiver, on se rappelle. Il a couru sans manteau, pieds nus, le pauvre petit pet, dehors dans la neige. Puis il s'est précipité vers la maison du voisin le plus proche. Il s'est précipité à l'intérieur, il a réveillé la famille qui vivait là, puis il leur a raconté tout ce qui venait de se passer. Mais pendant ce temps-là, pendant que la maison des Donnelly brûlait, le groupe d'hommes en colère s'est attaqué à la ferme voisine qui appartenait au fils William Donnelly. Ah oui, ok, ouais. Lui qui joue du violon. Oui. Oui. Sa femme, il habitait avec sa femme Nora aussi. Puis ce soir-là, il y avait John Donnelly, son frère, qui était là aussi. Fait que là, il arrive à la ferme, les hommes en colère, ils entourent la ferme, puis ils frappent à la porte. Ils sont quand même polis. Fait que là, eux, ils espéraient attirer William à l'extérieur, mais au lieu de ça, c'était John qui a été le premier à ouvrir la porte de la ferme. Ils l'ont abattu à bout portant. Oh my God. Ouais. Fait que là, William et sa femme se sont cachés à côté en restant silencieux jusqu'à ce que les hommes y partent. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient accompli leur mission parce qu'ils pensaient que la maison était vide. Que c'était juste John qui était là. Fait que 2 jours plus tard, les 4 Donnelly qui restent de cette famille. Attends, c'est qui reste? Il reste William, sa femme... Patrick. Il reste Patrick, William, Robert puis Jenny. OK. C'est tous des enfants. OK. Non, la femme est morte. Non, mais la femme de William. Ah ouais, ben les Donnelly, plus leur conjoint. Ouais. Fait que là, avec 2 jours plus tard, les funérailles ont lieu. Puis là, les 4 Donnelly qui sont survivants, ils sont là pendant que leur père, puis leur mère, puis leur frère, puis leur cousine. Exactement. Ils se font enterrer. Puis, fun fact, c'est la personne qui donne le service. Le service. La personne qui parle, c'est le père Connolly qui a émis la pétition puis qui a starté le comité de vigilance qui a basically tué les 4 personnes. C'est lui qui fait le sermon. Ouais, c'était vraiment trash. Puis pendant qu'il faisait le sermon, apparemment, il pleurait. Puis il disait qu'il condamnait le comité de vigilance. Puis il disait que... Ouais. Un bel hypocrite. Un bel hypocrite. Aussi, dans l'église, cette journée-là, il y avait beaucoup de membres du comité de vigilance qu'ils avaient tués. Qui était un peu trash. Qui était venu assister au service funéraire. Eh boy. Il y avait aussi l'agent Carole qui menait le comité. Il y avait aussi le petit Johnny qui était là, pauvre petit. Puis à ce moment-là aussi, il y avait beaucoup de journalistes des plus grands journaux au Canada parce que là, la nouvelle, elle était devenue une nouvelle nationale. Le Times, il avait couvert l'affaire en détail puis l'avait qualifié des meurtres les crimes les plus noirs jamais connus en Ontario. Ouais, c'est vraiment intense. Donc, une fois le service terminé, les cercueils contenant toutes les Donnelly ils ont été enterrés dans le cimetière derrière l'église Saint-Patrick. Et après ça, l'enquête a repris. L'enquête a commencé contre ces meurtres-là. On voulait savoir qui ils avaient fait. Je pensais pas Carol qui menait l'enquête. J'espère que non. Non, parce qu'ils l'ont arrêté, en fait. Ah, OK. Fait que là, la police l'interroge longuement le seul témoin,
petit Johnny. Et une fois qu'ils ont réussi à réunir suffisamment de preuves, ils ont arrêté plus d'une douzaine de membres du comité de vigilance. Puis certains de ces hommes-là, ils ont été relâchés. Puis il y en a resté juste 6, dont l'agent Carroll. Donc là, la police a considéré que ces 6 hommes-là étaient les meneurs de l'agression. Mais tout le monde à Luncan n'était pas heureux de voir justice rendue parce qu'il y en avait pas assez. Et les Donnelly survivants, ils ont dû endurer un certain harcèlement durant les mois qui ont suivi les funérailles. Ouais. Et les six hommes ont été jugés à partir d'octobre 1880 au palais de justice à London, en Ontario. Et l'agent Carroll, lui, il a été jugé séparément des 5 autres accusés. Et Johnny O'Connor, il a témoigné, faisant revivre à la cour les meurtres depuis la première apparition de l'agent dans l'entrée des Donnelly jusqu'aux flammes qui ont brasé la ferme. Donc, c'est vraiment triste pour les pauvres. Ouais. Mais, malgré toute l'histoire de Johnny, le jury a déclaré ne pas pouvoir rendre de verdict. What? Ouais. Les accusés ont été ramenés en prison pour attendre un deuxième procès qui a commencé 3 mois plus tard. Puis le deuxième procès a au moins apporté un verdict, mais juste pour l'agent Carroll, qui a été jugé en premier. Le jury l'a déclaré non coupable. Ah. Ouais, ils sont toujours non coupables, finalement. Donc là, le procureur de la couronne, il était un peu frustré parce qu'il se disait s'il était même pas capable d'obtenir un verdict de culpabilité pour le principal meneur, c'est ça. Ça va être impossible pour les autres. Ah, il y avait peu d'espoir pour les 5 autres, là. Donc, il a annoncé qu'il abandonnait le procureur de la couronne. Puis le juge a déclaré que les prisonniers étaient libres de partir sous caution. Donc, les 6 hommes n'ont jamais été rejugés. En fait, il n'y a jamais personne qui a été condamné pour les meurtres des Donnelly à ce jour. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. À la fin des années 1880, donc à la fin du procès, William Donnelly a installé une pierre tombale pour commémorer la mort des membres de sa famille. Mais elle a été détruite en 1960. Donc, il n'y a pas tant longtemps. Elle a été détruite comme 80 ans plus tard. À cause de la publicité négative puis du vandalisme dans cette région-là. Fait qu'elle a été détruite. Puis, il y a une nouvelle pierre tombale qui a été érigée plus tard par les descendants, mais un peu moins grosse. Parce qu'elle était vraiment intense. J'ai vu une photo. C'était genre ça ressemble à une pyramide de cônes. Elle était haute. En tout cas, c'était vraiment weird. Elle était trop grosse. Puis, c'est ça, l'année dernière, c'était le 140e anniversaire de la stratégie. De la stratégie? La tragédie! La tragédie! Oh mon Dieu, je suis plus capable! T'inverses vraiment les mots aujourd'hui. Je le sais! Je sais pas c'est quoi mon problème. Fait que 140e anniversaire de la tragédie. Puis au fil des ans, il y a plusieurs personnes qui se sont demandé si il s'agissait de ces crimes-là d'une communauté qui se faisait justice elle-même où le système échouait, ou si c'était juste des frustrations communautaires dans la petite région. Pas des frustrations communautaires, mais comme... Tu sais, les gens, ils se motivaient à haïr quelqu'un. Ouais, c'était genre du bullying. Ça a un nom, ça, mais je sais pas si... Voyons. Scapegoat, mais le... Scapegoat? Oui. Ça veut dire quoi, scapegoat? C'est bouc émissaire. Ah! Un bouc émissaire. Mon Dieu, j'avais... C'est quand, dans le fond... Ouais, c'est exactement ça. Dans les années 30, c'était les Juifs. C'était le bouc émissaire, genre, c'était toute la faute des Juifs. Ouais, c'est ça. Dans ce village-là, à ce moment-là, c'était toute la faute des Donnelly. Ah, ben c'est probablement ça qui est en Il y a un film qui est sorti, si ça vous intéresse et si ça t'intéresse. En 2017, ça s'appelle Black Donnellys. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est vraiment intense puis qu'il y a vraiment des bons ratings. Fait que pour ceux qui veulent le voir, tu peux le télécharger ou le regarder en streaming sur Vimeo. Ça coûte genre quelques dollars. C'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'était le massacre de la famille Donnelly. Shit! J'ai réussi à le raconter. Ouf. C'était pas facile. Mais finalement, je pense que je l'avais entendu dans un podcast, mais ça fait longtemps, fait que j'avais... Ouais. Ben, je me suis beaucoup inspirée de... Moi, je l'ai écouté de Canadian True Crime. Ah, c'est ça. Avec Christy. Notre best. Christy. Ouais, si vous voulez écouter un très... Christy, ce soit notre amie. Oh mon Dieu, I wish. Je pense pas qu'elle parle français. Non, je pense pas. C'est australienne au Canada. Mais si vous voulez l'écouter aussi, c'est l'épisode 59, je crois, de Canadian True Crime. Donc voilà, c'était mon histoire cette semaine.
Merci. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine? Oui. Oui? Oui. Shit, j'ai hâte. C'est comme d'actualité, malheureusement. Oh non! Ouais. Oh non! Ok, bon, ben, assez. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui. Laissez-nous des commentaires comme d'habitude. On en reçoit de plus en plus, honnêtement. Ben oui! On a reçu bin des commentaires. Moment de silence. Je me suis fait reprocher, je pense, 2 ou 3 épisodes, d'avoir totalement ignoré un de tes jeux de mots. Oui, tu l'as pas vu passer. Je l'avais pas entendu. Ça. Moi, je me suis trouvé encore plus drôle que tu l'aies pas remarqué, puis j'étais là, puis là, les éditeurs, ils vont le remarquer. Hey, je me le suis fait dire. Il y a 2 personnes qui me l'ont dit. J'acknowledge ton... C'est quoi que t'as dit, Bin? Je l'ai oublié déjà. Moi aussi. En tout cas, good job. Ouais. High five. Yes. Je sais pas si ça va être trop fort. Bref. Ouais. Fait qu'on se voit dans 2 semaines. Ouais. Fait que... à la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye. Bye.